Chronique Siliane. Livre 1. L'ordre nouveau. Chapitre 9. Rite de passage. Alors comme ça, toute la famille est morte, s'exclama Jade dans le Nahal. Lui et Iridris erraient dans le destroyer à la recherche d'informations. Ils avaient scanné l'ordinateur de bord à plusieurs reprises pour découvrir que le vaisseau de guerre ne se trouvait opérationnel que depuis peu, et que la mission pour détruire le cargo de Nadioska, et surtout tuer Nadioska elle-même, était en fait l'une des premières. L'ordinateur ne contenait qu'un bref rapport de cette mission, signalant la position de la Lune sur laquelle avait été localisé le Vinestan, puis une description rapide des événements. Le système de camouflage des Silians était vaguement évoqué, ainsi que la mort du lieutenant Netona, dont Jade comprit qu'il s'agissait du bras droit du grand chef de l'ordre. Nulle part, il n'y avait trace de la façon dont le Vinestan avait été repéré. D'après les informations trouvées, des ordres et des coordonnées avaient été fournis depuis la base elle-même, les explications se situaient donc ailleurs. Pourtant, d'après les renseignements de Djali, Elibaume est le nom du type qui a créé l'ordre, reprit Jade. Or, il s'agit aussi de celui du fils de cette famille noble d'Anoralk. Ça ne peut pas être un hasard. Il y a 3 solutions, suggéra quelqu'un à travers le Nahal. Soit, nous avons affaire à la même personne, et dans ce cas, les informations recueillies par l'homélie ne se trouvent pas totalement correctes. Soit il s'agit de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait adopté ce nom pour signer une sorte de vengeance. Ou bien dernière chose, il s'agit de quelqu'un qui n'a rien à voir avec les Lasdad et dont le hasard fait qu'ils portent le même prénom que leur fils. Je ne crois pas au hasard, répliqua Jade. Il y a forcément une explication logique et rationnelle. Nous continuons d'enquêter, signala Palave. Nous allons tenter de pénétrer dans le palais. Peut-être aurons-nous plus d'informations sur ce qui est arrivé à cette famille. Et du côté de Djali, demanda Jade. Nous n'avons aucune nouvelle de lui, répondit Dvalim. Cela fait plusieurs heures maintenant. Nous craignons le pire. Jade soupira. Perdre un Silian était une chose qui blessait profondément toute la communauté. Le Nahal servait de lien entre chaque individu, et la mort de l'un d'entre eux était ressentie par tous comme s'il s'agissait du décès d'un proche. Seule la règle de l'équilibre mort-naissance parvenait à atténuer la douleur. À part les fantômes ou les permanents installés un peu partout dans la Confédération, le peuple Silian vivait essentiellement sur Sil elle-même, ce qui rendait problématique l'espace disponible. Toutes les autres planètes habitables de la galaxie étant déjà colonisées par la Confédération, et ils n'avaient plus à disposition que le contrôle des naissances pour éviter la surpopulation. Chaque couple, souhaitant avoir un enfant, réalisait une demande dans le Nahal pour se placer sur une liste virtuelle. Lorsqu'un Silian mourait, on acceptait alors la venue d'un enfant, suivant la position du couple demandeur dans la liste. Ainsi, la population n'augmentait pas, et chaque décès était atténué par une naissance. Une légère secousse se fit ressentir à bord du destroyer, et une voix retentit dans les haut-parleurs annonçant qu'ils étaient arrivés à destination. Jade et Iridris, qui continuaient à errer dans les couloirs, constatèrent que les gardes de l'ordre se dirigeaient peu à peu vers le quai d'embarquement. « Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on les suive », suggéra Iridris. Ils se retrouvèrent bientôt sur la plateforme, au milieu d'une foule de soldats prêts à débarquer. À travers les immenses baies vitrées, ils pouvaient voir une énorme structure massive faite de métal noir, en orbite autour d'une planète sans vie au sol grisâtre. Nous ne sommes pas sur Anoralk elle-même, signala Jade pour les autres Silians. Il s'agit d'une base orbitale autour d'une des planètes non habitables du système. La gigantesque structure rectangulaire possédait sur ses côtés des emplacements permettant d'arrimer de gros vaisseaux. Le destroyer fit une lente approche, puis arrêta complètement ses moteurs. Plusieurs bruits ressemblant à de grands claques se firent entendre. « Nous sommes arrimés », informa Jade. Alors que les sas s'ouvraient, et qu'un flot de gardes passait du quai à la base orbitale, Jade et Iridris continuaient d'observer la structure métallique noire. « Quelque chose ne va pas », signala le jeune homme. « Quoi » demanda Iridris. « Je vais scanner ce métal. Il me semble étrange, différent d'eux. » Ils se figèrent tous deux brusquement, et tous les Silians connectés au Nahal redoublèrent d'attention. « Que se passe-t-il » demanda Ilan inquiet de la réaction de ses amis. « La structure vient de disparaître », répondit Iridris. « Disparaître ? On ne voit plus rien » s'exclama Jade. À présent, à travers les immenses baies vitrées,
on n'apercevait plus que la surface grisâtre de la planète autour de laquelle le destroyer se situait en orbite. Les gardes continuaient à passer par les sas de sortie, et alors qu'ils s'approchaient, entraînés par le mouvement de la foule, Jade et Iridris purent commencer à remarquer les couloirs d'une blancheur laiteuse qui s'étendaient au-delà. Impossible, s'exclama Jade tout en sondant l'endroit où quelques secondes auparavant, il voyait la base. C'est toujours là, je le sens. Mais c'est devenu invisible. Invisible, reprirent en chœur quelques Silians. Personne ne peut faire ça, affirma Ilan. Il semblerait que l'ordre ait développé cette technologie, répondit Jade. Tout en se dirigeant vers la sortie, il continua à scanner l'espace où s'étendait la structure. Il sentait la présence du métal même s'il ne pouvait plus le voir. Il savait que de toute façon elle existait encore puisque les gardes poursuivaient leur marche pour quitter le destroyer. La composition moléculaire semblait étrange, et un léger flux électrique parcourait le métal devenu invisible. Jade cessa de le scanner et passa à son tour par l'un des énormes sas qui permettaient de pénétrer dans les couloirs. En regardant autour de lui discrètement, il ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. Décidément. L'ordre nouveau aime le blanc, dit-il sur un ton narquois. Viens, suivons ce groupe de soldats, dit Iridris en prenant la direction d'un des couloirs. Il vaut mieux qu'ils ne se rendent pas compte que nous ne savons pas où nous allons. Tu as raison, mais j'aimerais bien trouver rapidement un accès vers l'ordinateur de cette base. On va trouver ça, répondit Iridris sur un ton rassurant. Il ne fallut que quelques minutes de recherche pour repérer un accès tranquille vers l'ordinateur. Jade commença à scanner les informations en posant, comme d'habitude, une main sur un haut-parleur et en transmettant à ses compatriotes ce qu'il récupérait au fur et à mesure. Base en orbite autour de la 5e et dernière planète du système en Oralk, début de construction il y a 5 ans, opérationnel depuis 2 ans. Tout ça, on s'en fiche, où se trouvent les informations sur les technologies? Ah! J'ai repéré le système d'invisibilité. Zut, il ne s'agit que des commandes pour l'activer ou le désactiver. Où sont les explications? Il poursuivit son analyse durant plusieurs minutes, pendant qu'Iridris montait la garde. Et, dit-il soudain, il y a un autre ordinateur principal sur cette base. Où se situent les accès? Demanda Iridris. Apparemment, dans un seul endroit, répondit-il. Ils appellent ça la section recherche. Je suis sûr que nous pourrons y trouver les informations concernant le mouchard et leur système d'invisibilité. Ah! Attends! Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a un rapport sur nous. Écoute ça, rapport cargo marchand Le Vinestan, section 9. Contact engagé sur l'une du système INH 53048. Forte résistance rencontrée durant laquelle le lieutenant Netona a trouvé la mort. Cargo recherché, protégé par groupe de gens non répertoriés par l'APC et possédant une technologie inconnue. Base lunaire détruite rendant impossible de plus amples recherches. Nouvelle mission prioritaire, trouver la technologie de camouflage inconnue et ou les personnes l'ayant mis au point. Danger potentiel pour l'ordre. Je crois qu'ils se méfient de nous, constata Iridris avec calme. Pour le moment, ils ne savent pas grand-chose. Il ne faut surtout pas que ça change. Suis-moi, nous allons dans leur section recherche. Jade les conduisit à travers de nombreux couloirs de l'ordre, croisant de temps à autre quelques soldats qui ne leur prêtèrent aucune attention, les Silians prenant bien garde de maintenir leur déguisement en permanence. C'est ici, signala Jade en arrivant devant un double sas. Ce n'est pas gardé, donc on rentre. La porte s'ouvrit et ils pénétrèrent dans une immense salle dont le fond sonore était beaucoup plus élevé que dans le reste de la base. Des dizaines de machines étranges bourdonnaient et émettaient de petits bruits électroniques, tandis que plusieurs techniciens s'affairaient comme des abeilles dans une ruche. Jade et Iridris ne s'étaient pas attendus à autant de mouvements, et ils entrèrent prudemment. Un homme releva la tête des notes qu'il prenait et leur jeta un vague coup d'œil avant de se replonger dans son travail. Soulagés, les deux Silians se dirent que la présence de soldats dans cette pièce n'était sûrement pas exceptionnelle. Ils continuèrent à avancer tout en regardant autour d'eux. On ne va pas pouvoir trouver d'accès tranquille vers l'ordinateur, constata Iridris. Tu as raison. Mieux vaut essayer de scanner ce qu'il y a autour de nous. On va voir ce que ça donne, suggéra Jade. D'accord. Chacun de leur côté, ils se mirent à sonder les différentes machines qui se situaient dans la pièce, en essayant de comprendre leur utilité.
Jade s'arrêta brusquement devant une cuve d'au moins 2 mètres de long, et remplie d'un étrange liquide épais et verdâtre. En le scannant, il ne réussit à trouver que peu de choses. Le liquide de composition inconnue était traversé en permanence par un courant électrique de basse intensité. Plusieurs électrodes étaient accrochées à la cuve, et un panneau de commande avec plusieurs boutons et une manette se situait sur l'un des côtés. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» se demanda Jade. « Quelle est la composition du liquide ?» questionna quelqu'un à travers le Nahal. « Aucune idée. Molécules inconnues, répondit-il. Et que donne le panneau de commande, continua le Silian. Jade reporta son attention sur celui-ci et essaya d'en déterminer l'utilité. Il est relié aux électrodes, elles-mêmes en contact avec le liquide de la cuve. J'ai l'impression que le panneau contrôle l'intensité de l'électricité envoyée. Ça ne me dit toujours pas à quoi sert ce truc. Jade, avance. Ne reste pas devant cette cuve, un technicien te regarde bizarrement, signala Iridris. Il suivit les conseils de son ami et s'éloigna. Tous deux firent le tour de l'immense salle pour constater deux choses. Ils se trouvaient dans l'impossibilité de scanner l'ordinateur de cette section sans attirer l'attention et ils n'avaient aucune idée de l'utilité de toutes ces machines. Dépités, ils ressortirent et longèrent quelques couloirs sans but précis. « Que pouvons-nous faire maintenant ?» demanda Jade. « Il y a peut-être des heures où cette salle est vide, » suggéra Iridris. « Et peut-être pas. Si tu réagis de façon aussi pessimiste, on ne va pas s'en sortir, répliqua-t-elle sur un ton de reproche. Tu as vu cette salle comme moi. Ça ne te rend pas un peu pessimiste ? Pas le moment de baisser les bras. On est les mieux placés pour découvrir ce que l'ordre prépare. Il s'agit d'une chance que nous ne pouvons pas laisser passer. D'accord, répondit-il en gardant un air renfrogné. On repère un accès vers l'ordinateur principal de la base, et on essaie de voir si les allées et venues de cette section recherche sont consignées quelque part. Ça nous permettra de trouver des heures creuses s'il y en a. Voilà une idée un peu plus constructive. Ils arpentèrent les couloirs de l'ordre à la recherche d'un endroit calme pour scanner l'ordinateur de la base en toute tranquillité. Malheureusement, ils constatèrent rapidement qu'il y avait ici beaucoup plus de mouvement que sur le destroyer. Je sens que ça ne va pas être facile, dit Jade. Tout à l'heure, nous avons dû avoir pas mal de chance. Encore une pensée pessimiste, remarqua Iridris. Jade se contenta de faire la moue, et prit un nouveau couloir sur sa droite. Il était tout aussi peuplé que les autres. Une section de garde avançait 2 par 2, précédée par un homme à l'armure bleu foncé si bien entretenue qu'elle scintillait presque. Ses cheveux noirs descendaient jusqu'à ses épaules et encadraient un visage sévère, très pâle et faisant ressortir ses yeux marqués par des cernes. En le voyant, le cœur de Jade s'arrêta brusquement de battre. Iridris. Regarde. Il s'agit du mec qu'on a tué. Le lieutenant Netona. Iridris jeta un rapide coup d'œil à l'homme. Tu as raison. Comment est-ce possible ? Même dans les rapports de l'ordre, il signalait qu'il était mort. Les deux Silians continuèrent d'avancer en tentant de masquer leur soudain malaise. Il a peut-être un frère jumeau, s'aventura Jade. Ou alors, encore une nouvelle surprise de l'ordre. Une technologie que nous ne connaissons pas ? J'espère que non, répliqua-t-il sombrement. Ils étaient arrivés au niveau du groupe de garde. Le lieutenant Netona leur jeta un bref regard alors que les deux Silians le croisaient. Par acquis de conscience, Jade scanna l'espace derrière lui. Netona s'était retourné sur leur passage, et les fixait, les sourcils froncés. Il nous observe, signala-t-il. Mauvais signe. Il faut qu'on s'éloigne rapidement. Ils tournèrent à droite à un embranchement, et poursuivirent d'un pas vif. Jade continuait de sonder derrière lui. Ça va. Ils ne nous suivent pas, dit-il avec une pointe de soulagement. Êtes-vous sûr que l'homme que vous avez croisé était bien celui qui a trouvé la mort dans notre base ? Demanda Dvalim. Nous sommes absolument positifs sur ce fait, déclara Iridris. Dans ce cas, il faut que vous trouviez pourquoi il est de nouveau vivant. J'imagine qu'il va falloir qu'on trouve un moyen pour se balader tranquillement dans cette section recherche. Là-bas, nous aurons certainement quelques réponses, reprit Jade. Faites tout le nécessaire pour récupérer le maximum d'informations sur l'ordre et leurs nouvelles technologies. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus dangereux que ce que nous pensions.
T'inquiète pas, répliqua Jade. On est là pour ça. Nous allons. Soudain, un étrange silence se fit. Jade? Jade? Iridris, appela Dvalim. Je crois qu'ils ne sont plus connectés, répondit Incilian. Pourquoi avoir coupé cette connexion si brusquement, s'inquiéta le conseiller. Ils n'auraient jamais coupé de leur plein gré en plein milieu d'une phrase, affirma Ilan. Il a dû leur arriver quelque chose. Les minutes s'écoulèrent, mais ni Jade ni Iridris ne reprirent contact. Au sein du Nahal, les Silians ne cachaient pas leur anxiété. Ce lieutenant s'est retourné sur leur passage, rappela l'un d'entre eux. Il a dû sentir quelque chose. Il a peut-être percé leur camouflage. Comment pourrait-il faire cela, demanda quelqu'un d'autre. Même nous ne pouvons pas repérer un de nos fantômes lorsqu'il change d'apparence. Rendons-nous à l'évidence. L'Ordre possède beaucoup de technologies inconnues de nous et de la Confédération. Nous sommes complètement dépassés par les événements. Ne soyons pas alarmistes, intervint Dvalim. Gardons notre calme et réfléchissons. Mais un vent d'inquiétude se répandait dans le Nahal. D'abord Djali, puis maintenant Jade et Iridris, cela faisait 3 fantômes en moins, en l'espace de quelques heures. De son côté et après quelques hésitations, Ilan prit la décision de parler à Nadioska. « Comment ça Jade a disparu ?» hurla-t-elle en ouvrant de grands yeux horrifiés après avoir entendu le récit d'Ilan. « Et Iridris aussi », ajouta Ilan calmement. « Il faut faire quelque chose pour aller chercher Jade. » Et Iridris, compléta-t-il de nouveau. « Nous partons immédiatement », décréta-t-elle sans tenir compte de la réplique d'Ilan. D'un bond, elle se leva du canapé dans lequel elle était assise, et prit résolument la direction du cockpit. « Attendez. Nous ne savons pas ce qui est arrivé, » dit Ilan en essayant de la rattraper. « On y va et ensuite on verra. Il est absolument impossible que vous puissiez approcher de la base. Une mission de secours serait vouée à l'échec. Qui ne tente rien, n'a rien. Nad, réfléchissez. On réfléchira en chemin. » Elle s'assit sans ménagement à sa place de pilote et commença à donner quelques instructions à son ordinateur de bord. Voyant qu'il ne pouvait pas la raisonner, Ilan se contenta de s'installer à côté d'elle en silence. « Il nous faudra 4 heures pour nous rendre dans le système en Oralk, » affirma Nadioska. « Et ensuite ? Une fois arrivés là-bas, que ferons-nous ? » Nous surgirons du ciel, tels 2 anges gardiens, pour voler au secours de Jade. Et d'Iridris, compléta Ilan. Djali reprenait lentement conscience. Sa tête lui faisait mal comme s'il avait reçu un coup et le sang pulsait contre ses tempes au rythme des battements de son cœur. Il était allongé sur le sol et ses bras étaient tirés en arrière. Les paupières closes, il se scanna rapidement afin d'évaluer son état physique. Il n'avait rien, mais il était attaché. Des liens maintenaient ses poignets et ses chevilles. Il entendit des bruits de pas non loin de lui. Il ouvrit les yeux. La lumière crue accentua son mal de tête, et il referma ses paupières à plusieurs reprises avant de réussir à les laisser ouvertes. À côté de lui, il distingua une paire de pieds, et il bougea légèrement afin de savoir à qui ils appartenaient. Elimène se trouvait là debout les bras croisés, et elle le regardait d'un air narquois. « Alors capitaine ?» « Ilage, dit-elle en insistant sur son nom. « Vous êtes un curieux spécimen. Je n'avais jamais vu personne changer de visage jusqu'à maintenant. » Djali se rendit compte qu'il avait retrouvé son aspect normal. Les fantômes pouvaient conserver une fausse apparence pendant leur sommeil, mais là c'était différent, il était resté totalement inconscient. Une idée en entraînant une autre, il se connecta au Nahal et les informa à toute vitesse de la situation. « Djali, revenez immédiatement sur Syl, dit Dvalim. Vous vous trouvez en danger et il ne sert à rien de risquer votre vie. » « Non, je vais rester encore un peu. Il y a sûrement des choses à apprendre ici. » Ne jouez pas les héros Djali. Votre vie est plus précieuse que tous les renseignements que vous pourriez récolter. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de mourir. Je veux juste récupérer des informations supplémentaires. « Qui êtes-vous exactement ?» demanda Elimène. Djali ne répondit pas et profita du fait qu'il se sentait un peu mieux pour jeter un coup d'œil autour de lui. Il se trouvait dans une salle carrée, aux murs blancs sans fenêtre,
avec une seule porte sas. On l'avait allongé à même le sol dans un coin, et non loin de lui gisaient les 3 autres hommes amenés par Élimène. Ils n'étaient pas ligotés, mais eux aussi étaient étendus sur le sol, toujours inconscients. En face de la porte sas, il y avait encore une statue de marbre blanc, dans la même position que celle qu'il avait vue bouger quelques heures plus tôt. Celle-ci demeurait immobile, et se contentait de regarder d'un air avide un autel noir qui se dressait menaçant au centre de la pièce. « Je vous préviens, je ne répéterai pas ma question éternellement, » expliqua Élimène. « Dites-moi qui vous êtes et ce que vous voulez. » « Je ne souhaite pas vous répondre, madame, » répliqua Djali avec une étrange politesse. Élimène éclata de rire, puis elle observa le Silian avec un sourire féroce plaqué sur son visage. « Vous allez parler, croyez-moi, » dit-elle dans un murmure. « Oh, oui, vous allez parler. » La porte sas s'ouvrit et 3 hommes, entièrement habillés de blanc, entrèrent. Ils se dirigèrent vers l'autel, sans un mot, déposèrent quelques ustensiles que Djali ne put distinguer de là où ils se trouvaient. Élimène les regarda sans se départir de son sourire. L'un d'entre eux releva la tête et s'adressa à elle. « Quel est le premier » demanda-t-il. « Celui-ci » répondit-elle en montrant Tisdia allongé à côté de Djali. « Amenez-le-moi » ordonna-t-il à ses 2 acolytes. Les 2 autres s'exécutèrent en silence, et s'approchèrent du capitaine. Ils le soulevèrent en le saisissant par les épaules et par les pieds, et le disposèrent sur l'autel, sur le dos, les bras en croix. Ils lui enlevèrent sa chemise, puis se placèrent de part et d'autre de celui qui semblait être leur chef. Ce dernier prit un petit pinceau parmi ses ustensiles et le plongea dans un bol rempli d'un liquide rouge vermillon. Il entama ensuite une sorte de rituel, adressant des prières à sa déesse dans une langue incompréhensible, et peignant sur le torse du capitaine d'étranges symboles du bout de son pinceau. Djali observait la scène, connectée au Nahal. « De quoi est composée cette peinture » demanda un Silian. « Je vais la scanner » répondit Djali. « Il s'agit de sang. Du sang humain. » Une vague de dégoût parcourut tout le Nahal, tandis que le prêtre continuait. Il fit signe à un de ses assistants qui versa dans une coupelle quelques gouttes de cette même liqueur ambrée que Djali avait eu l'occasion de tester. L'ecclésiastique la saisit et souleva la tête du capitaine en passant une main sous sa nuque. Lentement, il lui fit boire la liqueur, puis redonna le verre vide à son aide. Il prit ensuite l'un des instruments posés sur le bord de l'autel, et leva les bras en se tournant vers la statue. Il lui adressa quelques mots dans une langue que ni Djali, ni aucun autre Silian ne pouvait comprendre, puis fit de nouveau face à Tisdia. Le visage du prêtre paraissait complètement inexpressif. Djali vit que dans sa main droite, l'objet qu'il tenait était en fait une dague ouvragée d'où scintillaient quelques pierres précieuses. Il l'abaissa sur le torse du capitaine inconscient jusqu'à toucher la peau avec la lame. Il ferma les yeux et continua à réciter une série de paroles énigmatiques. Djali, dont les battements de cœur s'étaient brusquement accélérés, regardait la scène en serrant les dents. Dans sa tête, il s'imaginait déjà l'ecclésiastique en train d'enfoncer l'arme dans la poitrine de Tisdia. Ce rite était-il un sacrifice humain pour la déesse Mijalk ? Toutefois, le prêtre n'appliqua qu'une légère pression sur la dague, assez pour trancher la peau, mais sans entraîner de blessure grave. Il retraça le dessin, et le sang qui sortit de la coupure vint se mêler à celui qui avait été déposé avec le pinceau. Djali fronça les sourcils, et au sein du Nahal, des vagues de questionnements se mélangèrent à quelques remous d'écœurement. Lorsque le prêtre eut fini, il se tourna de nouveau vers la statue et lui adressa une autre prière, tout aussi incompréhensible. Du coin de l'œil, Djali constata qu'Élimène avait perdu son sourire. Au lieu de cela, elle se massait le bras gauche d'un air absent. L'estomac de Djali se contracta douloureusement. Il se souvenait que pour rentrer dans le culte de la déesse, il fallait subir une mutilation. Les pensées des Silians firent écho à son angoisse, et une nouvelle vague apparut dans le Nahal, mais cette fois il s'agissait d'un profond malaise. L'ecclésiastique, toujours face à la statue, posa sa dague, et prit un instrument différent, qu'il leva devant lui tout en prononçant quelques mots. Puis, il se tourna vers le capitaine étendu inconscient sur l'autel noir. Pendant cette phase, Djali eut l'occasion de mieux apercevoir ce que l'homme tenait dans sa main. Il s'agissait d'une sorte d'hybride entre un long couteau et une petite scie. Aucun Silian n'avait jamais rien vu de tel. Le prêtre baissa l'objet au niveau du haut du bras gauche de Tisdia,
et commença à scier la peau avec son instrument. Djali ne put s'empêcher de réprimer une grimace de dégoût, et il sentit son estomac s'alourdir brusquement, comme s'il venait de manger quelque chose d'écœurant. Pendant un instant, il ferma les paupières, mais le bruit de chair en train d'être coupée était en lui-même encore plus insupportable que le reste. Il rouvrit les yeux pour voir une petite rigole de sang se former au bas de l'autel. Pour éviter de vomir, il se concentra sur sa respiration, et essaya de contrôler les battements erratiques de son cœur. Durant toutes ces années où il avait exercé son métier de fantôme, il n'avait jamais été témoin d'une scène pareille. Plusieurs de ses compatriotes s'étaient déconnectés du Naal et refusaient d'en savoir plus dans l'immédiat. Le prêtre poursuivait son opération, et Djali voyait la rigole se répandre sur le sol autour de l'autel. Il avait l'impression que cela n'en finissait pas, l'ecclésiastique continuait sans relâche de couper la chair du capitaine inconscient. Finalement, au grand soulagement des Silians, il reposa enfin son instrument ensanglanté, et prit quelque chose d'autre à la place que Djali ne pouvait pas distinguer de là où il se trouvait. « Scanne ce qu'il est en train de faire », demanda un des Silians connectés. Malgré sa répugnance, Djali savait très bien qu'il devait le faire, il était là pour ça. Il s'exécuta et visualisa mentalement l'espace où se situait le capitaine, l'autel et le prêtre. Il vit ainsi l'objet. Il ressemblait vaguement au mouchard que Jade avait trouvé sur le Vinestan, mais encore plus petit. À quoi pouvait-il donc servir ? Djali se concentra de plus belle pour scanner la mystérieuse chose, mais rien n'indiquait son usage. Impuissant à en découvrir l'utilité, il reporta son attention sur l'homme qui enfonçait l'objet noir à l'intérieur de la plaie. De nouveau Djali et les Silians connectés se révulsèrent en le voyant enfouir un pouce entier dans la chair découpée pour pousser la chose contre l'os du bras. Il sortit ensuite son pouce couvert de sang et prit les derniers instruments qu'il n'avait pas encore employés. Il ressemblait à de gros bracelets en métal rigide, dont un des côtés possédait une sorte de pierre semi-précieuse bleue en plein milieu. Le prêtre se les passa autour des mains, les pierres tournées vers ses paumes, puis il les posa sur la plaie ouverte d'où le sang continuait de couler. Il ferma les yeux et marmonna une série de mots, toujours dans cette langue inconnue des Silians. Cela dura ainsi pendant plusieurs minutes, l'ecclésiastique dodelinant légèrement la tête sous l'effet d'une forte concentration. « Qu'est-il en train de faire, à votre avis » demanda un Silian dans le Naal. Mais aucune réponse ne se fit entendre. Il resta étrangement silencieux, et chacun pouvait sentir la tension anormale créée par les milliers de Silians connectés dont les pensées étaient entièrement dirigées vers ce qu'observait Djali. Enfin, le prêtre cessa de marmonner et rouvrit les yeux. Il ôta ses mains de la plaie et sourit en constatant que là où auparavant on pouvait voir, muscles et os, il n'y avait maintenant plus qu'une peau lisse, sans aucune trace de cicatrice. « C'est incroyable !» s'exclamèrent les Silians d'une seule voix. « Même nos médecins les plus doués ne peuvent pas faire cela », renchérit Dvalim. « Leur technologie est très avancée », remarqua un autre Silian. « Il a été accepté par la déesse », affirma le prêtre à l'attention d'Elimène. « C'est parfait », répondit-elle le visage illuminé comme une enfant devant un nouveau jouet. « Emmenez-le », ordonna l'ecclésiastique à ses deux acolytes. Les deux hommes prirent le capitaine, toujours inconscient, par les épaules et les jambes et le portèrent hors de la pièce. « Quel est le suivant » demanda-t-il à Elimène. Elle sourit et regarda Djali. « Celui-ci » affirma-t-elle. « Mais il faut simplement le faire parler. Il n'entrera pas dans l'ordre avant d'avoir livré tous ses secrets. » À son tour, le prêtre afficha un sourire féroce sur le visage. « Aucun problème », dit-il sans essayer de cacher la satisfaction que cette idée semblait lui procurer. Les deux assistants revinrent dans la pièce et l'ecclésiastique montra Djali du doigt. « Amenez-moi celui-ci », commanda-t-il. Ils prirent Djali par les épaules et les jambes et le posèrent sur l'autel sans aucun ménagement. Elimène s'approcha, un sourire méchant figé sur le visage. « Alors, capitaine ?» « Ilage, dit-elle sur un ton sirupeux. Vous allez commencer par me donner votre véritable nom. » « Il s'agit de mon vrai nom, » répliqua Djali impassible, décidé à ne livrer aucune information. « Bien sûr, tout comme votre visage. Remarquez, je préfère le nouveau, » dit-elle en passant une main dans les cheveux du Silian. « Vous êtes plutôt séduisant. » Il choisit de ne rien dire, et se contenta de l'observer d'un air neutre. Une idée germait dans sa tête.
La technologie que l'ordre utilise semble très intéressante, affirma-t-il en gardant une attitude détachée. Mais par rapport à la nôtre, elle reste encore assez primitive. Élimène et le prêtre se regardèrent en fronçant les sourcils. Que voulez-vous dire demanda-t-elle. Que nous avons des connaissances bien plus avancées. Et qui êtes-vous exactement? Vous n'êtes pas les seuls à avoir créé une société secrète au sein de la Confédération, répondit Djali. Mais nous sommes plus discrets que vous. Je parie que vous n'avez jamais entendu parler de la confrérie d'échange-formes. De nouveau Élimène et le prêtre échangèrent un regard. À quoi jouez-vous Djali demanda Dvalim. Je veux les faire parler, expliqua-t-il. Faites attention. Il ne faudrait pas que cela les mène sur cils. Dites-nous tout sur votre confrérie, fit Élimène en prenant un ton plus mielleux. Elle s'intéresse à vous. Nous pourrions peut-être nous associer. Mais nous avons besoin de plus d'informations à votre sujet. Vraiment? Et que souhaitez-vous savoir exactement? Quel est le but de vos conversions en masse? Que voulez-vous faire au final? Renverser la Confédération? Comment comptez-vous faire cela? Le sourire féroce revint sur le visage d'Élimène. Vous mentez, dit-elle d'une voix tranchante. Vous mentez. Il n'y a pas de confrérie d'échange-formes. Vous ne savez rien. Vous n'êtes qu'un espion de la Confédération. Elle fit un léger signe de tête au prêtre. Sans que Djali puisse avoir le temps de réaliser ce qui se passait, l'homme agrippa la dague de cérémonie et la planta sauvagement dans le bras gauche du Silian. Ce dernier ressentit la cinglante morsure de l'arme qui venait de pénétrer dans sa chair, et dans un réflexe, il se mordit les lèvres pour s'empêcher de crier. Bien, dit Élimène. Maintenant vous allez parler, ou bien vous allez mourir. Djali prenait sur lui, mais il ne réussit pas à dissimuler une grimace de douleur. Il pouvait sentir l'horrible présence de la dague dans son bras, et le sang chaud qui commençait à couler. Au sein du Nahal, de nombreux Silians s'étaient de nouveau déconnectés. Ils avaient tous ressenti la blessure, avec presque autant de force que Djali lui-même. Il s'agissait du mauvais côté du Nahal, les Silians partageaient pensée, joie et plaisir, mais aussi les douleurs quand elles survenaient. Revenons au début de notre discussion, dit Élimène. Donnez-moi votre vrai nom. Je m'appelle Ilaj, affirma péniblement Djali. Élimène fit un autre signe de tête au prêtre et celui-ci répondit par un sourire. Tenant fermement la dague entre ses mains, il la tourna lentement dans la plaie. Cette fois, Djali ne put retenir un cri. Ça suffit, hurla Dvalim. Djali, téléportez-vous sur Sil immédiatement. Il ne sert à rien de vous laisser torturer. Vous n'apprendrez plus rien de toute façon. Mais si je me téléporte sous leurs yeux, ils vont encore apprendre quelque chose d'autre sur nous. Djali, ne jouez pas les héros. Téléportez-vous immédiatement dans le palais du conseiller. Votre vie est plus importante que le reste. Djali se concentra en essayant d'occulter la douleur qui irradiait dans son bras, et se téléporta dans les cercles du hall du palais. Lorsqu'il apparut, 2 personnes se précipitèrent vers lui pour le porter hors des cercles et lui enlever les liens qui le maintenaient prisonnier. Avec une infinie précaution, on lui retira la dague, alors que Natak, le médecin qui avait soigné Nadioska, s'occupait de lui pour évaluer l'étendue des dégâts. Maintenant, ils savent que nous pouvons nous téléporter, affirma Djali. Je crains fort que ma mission ne soit qu'un terrible échec. Vous êtes vivant, répondit Dvalim. Par conséquent, ce n'est pas un échec. Nous avons perdu le contact avec Jade et Iridris depuis plusieurs heures maintenant, signala Dvalim à travers le Nahal. Palav et Lomélie échangèrent un regard sombre. Lomélie était revenue au vaisseau et tous deux essayaient d'établir un plan pour la suite de leur mission. Quant à Djali, il est de retour avec nous sur Sil. Il est blessé, mais nous allons pouvoir le soigner sans problème, continua Dvalim. De mon côté, pendant que Lomélie discutait avec le paysan, j'ai analysé cette plante, le dulcar, qui pousse partout, expliqua Palav. Il s'agit d'une drogue. Aucun doute sur le sujet. Une sorte de croisement génétique entre 3 plantes réputées pour leurs capacités hallucinogènes. Elles viennent de 3 planètes différentes, aucune ne se trouve native d'ici. L'une d'entre elles est très peu connue. Il faut s'être spécialisé dans ce genre de discipline pour en avoir entendu parler. Même dans notre base de données du Nahal, nous possédons peu d'informations sur elle.
Le Dulcar est un mélange assez détonnant. Une fois préparé, lorsque vous l'absorbez, il est certain que toutes les statues de cette galaxie discutent avec vous sans problème. Un étrange silence se fit dans le Nahal, comme s'il s'agissait d'une mer devenue si calme qu'aucune vague, si petite soit-elle, ne venait en perturber sa surface. Cela ne nous explique pas ce que les conglomérats ont à faire là-dedans, remarqua Dvalim. Exact, répondit Lomélie. L'ordre a créé cette nouvelle drogue, c'est certain. Je ne vois pas pourquoi les conglomérats la fabriquent. En attendant, nous allons essayer de pénétrer dans le palais, reprit Palav. Nous y trouverons peut-être des réponses. Oui, bien sûr, soupira Dvalim. Je suis désolé pour votre fils, conseiller, dit Lomélie après un court silence. Mais dans l'immédiat, nous ne pouvons rien faire pour lui. L'ordre a trop bien protégé leur base. Nous ne voyons pas comment nous pourrions nous infiltrer sans être repérés. Bien évidemment, répliqua Dvalim. Vous avez votre tâche et elle est totalement prioritaire. Jade connaît le danger inhérent aux missions de ce genre, et il l'accepte sans problème. Je crois même que c'est cela qu'il aime avant tout. Palav et Lomélie échangèrent un regard entendu. Nous y allons, signala Palav. Nous allons chercher un moyen d'entrer en passant par la forêt. Les navettes ne nous verront pas, les arbres dissimuleront notre approche. Ils se levèrent, sortirent du vaisseau et se dirigèrent vers les bois, en jetant des coups d'œil aux alentours afin de vérifier que personne ne les observait. Aucun engin ne patrouillait au-dessus de leur tête et aucun paysan ne se trouvait dans les champs. Ils se glissèrent sous les frondaisons, et prirent le chemin du palais en prenant soin de rester à couvert. D'après ce que je sais, le domaine est bordé d'un muret, dit Lomélie. Il ne fait que 2 mètres de haut, nous pouvons passer par-dessus, mais en essayant de le faire très discrètement. En sondant devant nous, nous pourrions peut-être trouver un endroit sûr par lequel entrer, proposa Palav. Ils marchèrent pendant plus d'1 heure, scannant en permanence l'espace devant eux. Soudain, ils entendirent un bruit venant du ciel, et par réflexe, ils se cachèrent tous deux sous la végétation épaisse d'un grand arbre. 4 navettes volèrent au-dessus de leur tête, se dirigeant toutes vers le palais. Des renforts ? La relève, demanda Lomélie. Peut-être le maître des lieux qui souhaite se reposer dans son domaine, proposa Palav. Les vaisseaux ayant disparu, ils reprirent leur marche lente. Moins d'1 quart d'heure plus tard, ils trouvèrent un passage complètement dissimulé par les broussailles, qu'ils n'auraient jamais pu repérer s'ils n'avaient pas constamment scanné l'espace autour d'eux en avançant. Ils s'approchèrent en se focalisant sur l'entrée. On dirait une sorte de tunnel qui s'enfonce en partie sous terre, constata Palav. J'ai l'impression qu'il mène au palais. En tout cas, il va dans cette direction, mais il semble trop long pour que nous puissions le scanner en entier. Comme dit Nadioska, qui ne tente rien à rien, empruntons-le. Avec un peu de chance, il nous mènera là où nous voulons aller. Palav acquiesça d'un signe de tête. Ils dégagèrent l'entrée avec difficulté, et pénétrèrent dans le tunnel. Ils avancèrent prudemment, tout en continuant à sonder l'espace devant eux. Le passage se situait en descente et l'odeur âcre de végétaux en décomposition y était fort désagréable. Au sol, de nombreuses flaques d'eau croupie et des racines entremêlées rendaient la progression malaisée. Bien que l'endroit soit plongé dans la pénombre, Palav et Lomélie évitèrent ces obstacles naturels grâce à leur visualisation mentale. Les murs, en terre humide et froide, légèrement gluante, étaient tout aussi déplaisants au toucher. Quelques insectes les parcouraient, fuyant devant le passage des 2 silians. Il leur fallut à peu près 20 minutes pour arriver enfin au bout du tunnel. Une volée de marches en pierre permettait d'accéder à un petit palier qui donnait sur une lourde porte en bois. « Je crois que nous sommes devant le palais », signala Lomélie en scannant tout autour de lui. Ils s'approchèrent. Sur le mur gauche se trouvait un levier et les 2 silians tombèrent d'accord sur le fait qu'ils devaient ouvrir l'entrée. Un passage secret, affirma Palav. Autrefois, il en existait beaucoup dans les châteaux. Les souverains n'aimaient pas terminer dans les mains de leurs ennemis ou du peuple en colère qui frappait à leur portail. Ces passages étaient parfaits pour s'éclipser discrètement. Et plus récemment, pour permettre à un gamin de s'échapper, renchérit Lomélie. Possible, oui. Mais pour le moment, ce n'est qu'une simple hypothèse. Ils scannèrent l'espace situé de l'autre côté afin de s'assurer que personne ne s'y trouvait. C'était le cas, et Palav actionna le levier.
La porte s'ouvrit sans un bruit, et les deux Silians marquèrent une nouvelle pause pour observer les alentours. Tout était calme, ils pénétrèrent dans la pièce tandis que le passage se refermait derrière eux. Ils constatèrent que de ce côté-ci, il y avait un pan de bibliothèque. Classique, affirma Palave. Et l'un de ces livres doit être un faux. Ils scannèrent les livres de la bibliothèque et découvrirent qu'effectivement l'un d'entre eux n'était qu'une cache pour le mécanisme du passage secret. C'était soit ça, soit un chandelier, ironisa Palave. Ces gens manquent d'imagination. Lomélie sourit et observa l'endroit dans lequel il venait de rentrer. Il s'agissait d'un salon au style vieillot, avec un canapé de velours bordeaux, et une table ronde en bois verni entourée de 4 chaises. 2 portes menaient vers d'autres pièces. Essayons d'explorer les lieux discrètement, proposa Palave. Lomélie acquiesça de la tête et s'approcha de l'une des portes. Derrière celle-ci, il pouvait deviner un couloir, et sa visualisation mentale de l'endroit lui révéla qu'il n'y avait aucune présence humaine. Il fit signe à son compagnon et ouvrit. Tous deux se glissèrent dans le corridor, et le longèrent en prenant soin de ne faire aucun bruit. Une autre série de portes, toutes fermées s'offrait à eux, et ils passèrent devant en sondant afin de savoir ce qui pouvait se trouver derrière chacune d'elles. Alors qu'ils étaient arrivés au milieu du couloir, ils entendirent des voix provenir d'un peu plus loin, ils ne pouvaient pas distinguer les paroles, mais il semblait clair que l'une des personnes était mécontente. Avec une infinie précaution, ils s'approchèrent de la source des sons. « Cachons-nous là-dedans », proposa Palave en faisant un signe en direction d'une pièce attenante. Je ne sens aucune présence et elle se situe juste à côté de l'endroit d'où vient la discussion. On pourra peut-être entendre quelque chose. Ils ouvrirent la porte doucement et se glissèrent dans un local à la fois calme et sombre. De lourds rideaux de velours bordeaux étaient tirés devant la fenêtre, et Palave et Lomélie durent scanner l'espace autour d'eux afin de s'approcher du mur sans se cogner dans les différents meubles. Ils collèrent leurs oreilles contre la paroi, et se concentrèrent pour écouter la conversation qui se déroulait à côté. Lieutenant Netona, disait une voix d'homme sur un ton sec et tranchant. Depuis quand vous permettez-vous de prendre ce genre d'initiative ? Vous ai-je donné l'autorisation d'amener ces 2 espions ici ? Seigneur, répondit l'autre. Je pensais bien faire. Vous aviez signalé que vous vouliez ? Pas ici, coupa celui en colère. Nous sommes dans mon manoir. Il vous aurait suffi de les laisser sur la base et de me prévenir. Mais bien sûr, vous n'y avez pas réfléchi ? Auriez-vous perdu un peu de matière grise ces derniers temps ? Ou bien, le faites-vous exprès ? Seigneur, tenta de protester le lieutenant. C'est cela ? Seigneur, je n'oserais jamais. Ça va. Je ne veux pas entendre vos minables excuses. Un silence se fit, et Palave et Lomélie sentirent que l'homme qui se faisait appeler « Seigneur » se mettait à marcher en long et en large. J'imagine qu'il s'agit du fameux seigneur Élibaume, suggéra Lomélie. Probablement, répondit Palave. Et les 2 espions dont il parle ? Est-ce que tu penses que c'est Jade et Iridris ? En tout cas, il faut que nous en ayons le cœur net. Amenez-les tous 2 dans la salle du culte, reprit Élibaume d'une voix un peu plus calme. Je vais les interroger moi-même. Oui, Seigneur. Du mouvement se fit dans la pièce d'à côté et les 2 Silians suivirent mentalement le lieutenant qui s'éloignait dans le couloir. Restons à côté d'Élibaume et voyons où il va, proposa Palave. Espérons juste qu'on puisse le suivre sans se faire remarquer. Ça y est, il sort de la pièce. Des bruits de pas indiquaient effectivement que le seigneur Élibaume se déplaçait vers le couloir. Il prit la direction opposée à celle d'où étaient arrivés Palave et Lomélie, et marcha prestement jusqu'au bout du passage. Les 2 Silians attendirent qu'il ait refermé la porte derrière lui pour bouger à leur tour. Allons-y. Ne le laissons pas sortir de notre champ de vision mentale, dit Palave. Ils suivirent Élibaume, mais s'arrêtèrent devant la porte fermée. Ils scannèrent l'espace qui s'étendait au-delà, et sentirent la présence du chef de l'ordre qui ouvrait une autre porte un peu plus loin. Dès qu'elle fut refermée, les 2 Silians en empruntèrent immédiatement la direction et recommencèrent leur manège. Derrière celle-ci, il y a un escalier qui descend, affirma Lomélie en se concentrant. Il est en colimaçon. Nous pouvons y aller. À moins qu'il fasse brusquement demi-tour, nous pouvons nous glisser derrière lui avec suffisamment de distance pour rester hors de vue. Allons-y.
Ils ouvrirent donc la porte, et descendirent les marches de pierre blanche très bien entretenues. Ils prirent d'infinies précautions afin de ne pas faire de bruit, et continuèrent à scanner l'espace devant eux. J'ai l'impression que ça débouche dans une espèce de cave ou de crypte, remarqua Palav. J'ai plutôt l'impression que c'est autre chose, murmura Lomélie en arrivant à la fin de l'escalier en colimaçon, et en regardant devant lui avec circonspection. Ça alors, s'exclama Palav en voyant maintenant l'endroit de ses propres yeux. Voilà qui est intéressant.